Monsieur le maréchal Pétain, ce n'est pas aux deux carterons de quadragénaires artérieux combattants, fléchis, perclus, éclopés rhumatoïdes, émergés par miracle de nos sempiternels charniers franco-allemands, qu'il faut maintenant stentoriser vos trop bouleversants garde à vous. Mais non, monsieur le maréchal, car à gauche, c'est de l'autre côté, ce sont les puissants de Londres, les démoniaques démocrates de l'intelligence, qu'il faut figé dans la trouille. Moldon, monsieur le maréchal, vous faites erreur, monsieur le maréchal. L'ennemi est au nord. Ce n'est pas Berlin, c'est Londres, la cité, la casemate tout en or, la Banque d'Angleterre avec ses laquais framboises. Voilà l'ennemi héréditaire. Je connais bien les abords, monsieur le maréchal. Je m'offre à vous éclairer, à vous précéder si vous me faites l'honneur. Je connais les meilleurs passages. Vous avez peut-être un peu peur, monsieur le maréchal. Vous redoutez les aventures? Ah, je ne vous vois pas très mordant. Il vous manque du monde, monsieur le maréchal. Il vous manque de vrais effectifs. Il vous manque le principal, les 400 parfaites divisions d'infanterie franco-allemande. Bien sûr, carence fatale, irréparable, rien à faire, tout est perdu, horriblement, aucune chance. C'était pourtant la seule victoire qui pouvait nous intéresser, le sac de la Banque d'Angleterre. Oh, monsieur le maréchal, notre suprême recours. Les autres victoires, on s'en fout. Elles peuvent intéresser personne. De carnage d'Ariens sans malice, des boucheries de plus en plus lourdes, pour Ariens de plus en plus cons, que c'est même pas la peine du tout de leur expliquer rien du tout aux Ariens. N'importe quoi est vinasse. C'est devenu le credo suprême des Ariens de France. C'est même ça qui est superbe chez eux, c'est leur sublimité même, leur confiance faite masse, leur confiance faite mort. Dites donc alors, et l'absorption, vous en faites rien ? Luberlu, vous y songez pas, belle figure? Si jamais l'on se rapproche, mais c'est réglé, mais c'est tout net, il nous absorbe, mais c'est l'abomination, c'est la flétrissure infernale, absorber tout vif comme ça par les boches, vous y pensez pas, mais vous en crevez pas de honte à l'expectative, proférer aux quatre vents des parjures pareilles, vraiment des paroles de vrais fous, dégénérés, sadiques, idiots, c'est un monde, une alliance, voyez-vous ça? Damnation, si l'on se rapproche, mais il nous absorbe, c'est tout cuit. Ah, on aimerait mieux tout de suite périr de 3 ou 4 000 morts en très terrifiques batailles, avec des mouvements de menton splendides, être éventré à qui mieux que de survivre comme ça sous les boches, ignoblement, que de subir leur absorption. Tout cru, mais c'est impossible. Et 12 siècles d'histoire héroïque, qu'est-ce que vous en faites? Rien? La France pépinière de héros, ventre Dieu, engluée, absorbée, asservie, engloutie, alliée, pouah! Vous y pensez pas, obscène? Pardon, ventre Dieu, mais absorbée, asservie, engluée, nous ne pouvons pas l'être davantage que nous le sommes à présent, sous Bloch, sous Blum, sous Daladier, sous Rothschild, éperdument. Envahi, dépouillé, rançonné, ravagé, évincé, pourri, ridiculisé, ensoldaté, bougnoulisé, nous ne pourrons jamais l'être davantage qu'en ces beaux jours de 38. Ce franc pays, pour tout dire, sans aucune exagération, n'est plus qu'une très basse colonie d'exploitation, une sous-Palestine, encore beaucoup plus dégradée. Pour tout droit, pour toute liberté, que nous demeure-t-il indigène? Le droit est précaire de nous échiner dans les plus rebutants emplois, ceux qui les fatiguent, dont ils ne veulent pas, qui esquintent l'homme et payent infime, et puis de crever encore dans les guerres qu'ils nous aménagent, et puis c'est marre, et puis c'est tout, voilà le bilan national. La révolte nous sied comme un gant, trésor de rigolade, nous qui sommes hypothéqués, trafiqués, survendus jusqu'aux fibres, c'est à périr la bite en bouche de convulsions judicoles, d'ouïr des salades aussi sorcières. Il nous va bien d'être offusqués, nous ne possédons rien en propre, plus rien, pas même une chanson,
Possédés, absorbés, nous ne le serons jamais plus, et plus honteusement qu'aujourd'hui. En bref, la question qui se pose est celle-ci. Elle est tout simple. Resterons-nous esclaves ou redeviendrons-nous germaniques? À choisir. Qu'avons-nous à perdre dans une alliance franco-allemande? C'est une catastrophe qui se supporte. On se console. Et puis nous avons de bons exemples, parfaitement éprouvés, valables, de mariages franco-allemands. Nous l'a-t-on assez prôné, l'édifiante confédération suisse? Qu'est-ce qu'on attend pour essayer? Je n'ai jamais entendu dire que les cantons de Zurich opprimaient ceux du Tessin, que les Genevois se faisaient brimer, dépouillés par les gens de Bâle, jamais. La France, chef-lieu le Vésinet. Il vous double déjà de plus belle auprès des Allemands, des Anglais, des Italiens, depuis l'affaire de Munich. Il vous donne pendant que vous bavez, que vous installez encore, que vous posez aux terreurs. Cocorico, vous terrifiez plus rien du tout, le sol s'effondre, vous cranouillez à droite, à gauche, l'Europe se forme contre vous, vous en savez rien, c'est vous maintenant le prochain tirage. Bientôt, ça sera plus la question de savoir quels seront vos alliés. Il n'y a plus d'alliés pour les grotesques. Ça sera la question de savoir comment se débiteront vos provinces. Qui va se taper la Franche-Comté, s'annexer la Normandie, repopuler l'Aquitaine, s'adjoindre la Corse et Marseille, défranciser l'Algérie? C'est tout, causer toujours. Il n'y a pas besoin de se frapper. La roue tourne. Elle en écrasera sur encore des hommes et des hommes, des millions et puis des millions, ceci, cela et puis bien d'autres. Ça n'en finira jamais. Ils fonceront toujours aux tueries par torrents de viande somnambule, aux charniers de plus en plus colossaux, plantureux. Il n'y a pas de raison que ça se termine. C'est leur nature. Il n'y a pas besoin de les exciter. Ils se précipitent. Personne ne peut jamais les retenir, ils parlent que de leurs avantages, ils en comprennent pas le premier mot, ils veulent rien apprendre du tout, ils sont feignants d'âme et de tête, les événements s'accompliront, ils iront se faire écrabouiller par races entières, par continents, ainsi de suite. Puisqu'ils veulent rien comprendre, puisqu'ils veulent rien apprendre, puisqu'ils veulent rabâcher toujours les mêmes conneries, très bien, ils seront gâtés, ils passeront l'examen quand même, à la grande kermesse des têtus. C'est un monde, d'une façon toute fantastique, par prodigieux écartèlements, feux grégeois munificents, flamboyantes, enrageantes mitrailleries, très extravagantes fournaises, gigantesques bangalades, pyrogénie hallucinante, l'école mirifique, tout le monde sera reçu. Nous sommes au siècle de la suffisance. Il convient de nous prononcer très fatuitement. Je vais couper les ailes d'un canard, il volera quand même. De tous les côtés, l'on m'annonce que j'ai touché des sommes formidables d'Hitler. C'est le canard classique, si j'ose dire. Je m'en fous énormément. Que l'on m'accuse des pires horreurs, j'ai l'habitude. C'est la bêtise de la supposition qui me blesse. Je me sens tout déprécié. Vous êtes trop con, suppositeur, pour inventer autre chose. Réfléchissez un petit peu que je gagne avec mes livres, mes romans, tout simplement 10 fois plus d'argent qu'il ne m'en faut pour vivre. Je connais le monde trop bien, ses façons, je l'ai pratiqué trop longtemps pour ne pas être mitridatisé en long et en large contre les plus minimes, les plus furtives illusions, les plus fugitives faiblesses. Renoncer, rien, aucune prise. J'ai mis de côté un petit paxon pour les jours périlleux. J'ai planqué suffisamment pour n'avoir plus jamais besoin. Devrais-je vivre encore 100 ans? Des secours de personne. Peau de vache absolue, est-ce que je suis renseigné sur les conditions humaines? Pendant 35 ans, j'ai travaillé à la tâche, bouclant ma lourde, pour ne pas être viré de partout. À présent, c'est fini, bien fini. Je l'ouvre comme je veux, où je veux, ma grande gueule, quand je veux. Ne vous cassez pas le haricot. Ce que j'écris, je le pense
tout seul, et nul ne me paye pour le penser, ne me stimule. Personne, ou presque personne, ne peut se vanter d'en faire autant, de se payer ce luxe. Moi, je peux, c'est mon luxe, mon seul luxe. Et ce n'est pas terminé, je n'ai pas fini de travailler. Ma mère a 71 ans, insiste encore pour ne dépendre de personne. Elle continue à travailler, elle gagne sa vie. Je suis pareil, je ferai de même, pas de feignant dans la famille. À 71 ans, j'emmerderai encore et les maçons, et les éditeurs, et Hitler par-dessus le marché, s'ils me provoquent. Qu'on se le dise, je dois être, je crois bien, l'homme le moins achetable du monde. Orgueilleux comme 36 pans, je ne traverserai pas la rue pour ramasser 1 million à la traîne dans le ruisseau d'en face. Voilà Ferdinand au poil, il faudra le tuer. Je ne vois pas d'autre moyen. Le malheur, c'est que les gens vous jugent toujours d'après leurs propres tendances et qu'ils sont presque tous à vendre, n'importe quel jour, par tous les temps. Même les plus riches, les plus superbes, ils arrêtent pas de s'offrir. En fait, leur vie n'est qu'un putanat perpétuel, plus ou moins chichiteux, somptueux, prétentieux. Et puis je vais vous dire encore une bonne chose, les véritables fructueuses affaires se font à gauche, pas à droite. C'est même curieux à ce propos, l'Italie, l'Allemagne, voilà les 2 seuls pays qui m'envoient jamais un croc pour mes traductions. Ils traduisent et puis c'est marre. Croyez-vous que ma petite plume ne vaille rien pour les acheteurs du Kremlin, de l'IS, de la Banque d'Angleterre, ceux-là même qui couvrent constamment d'or les pires tocards? Et c'est tellement plus facile, plus opulent, plus licite d'en croquer du côté maçonnique, tous les honneurs. Je suis assez bien renseigné. Pensez-vous à tout prendre, que même en France, il me serait très ardu de faire tomber 1 million par mois dans une petite caisse quelconque, sous un prétexte ou sous un autre? Réfléchissez, cessez de me juger d'après vous-même, à votre mesure. Enfin, pour terminer, si la question vous tracasse, malgré toutes mes explications, que ça vous empêche de dormir, vous obsède, venez donc m'interroger personnellement, bien en face, carrément, l'un de ces jours. Ne vous touchez plus dans les coins. Déjà, l'influence directe était si puissante à la cour de Louis le Débonnaire que l'évêque de Lyon, saint Agobard, y fut traité avec le plus grossier mépris quand il alla présenter à l'empereur ses justes doléances lorsqu'il déclara au souverain que ses fonctionnaires à Lyon étaient aussi terribles pour les chrétiens que doux pour les... Ce fut dans cette cour un scandaleux tollé contre le grand évêque. Louis d'Astée, les sociétés secrètes. Dernière nouvelle. L'Humanité du 5 novembre 1938. Hier a été inauguré le dispensaire du syndicat des métaux de la région parisienne. Plus que jamais, cette organisation mérite le titre que notre journal naguère lui décerna, le plus beau syndicat de France. Au cours du vin d'honneur qui suivit la visite, prirent la parole les docteurs Kalmanovitch, Hopman, Rouquès, Lequin, Bly, etc., les principaux artisans de cette réalisation. Après eux, M. Dreyfus, directeur du service régional des assurances sociales, exprima sa satisfaction et déclara que l'administration, etc., etc. L'Action française du 5 novembre 1938. Le ministre de notre Éducation nationale, Jean Zay, de son véritable nom Zacharie, va présider effectivement une cérémonie remarquable. Lundi prochain, à 17h30, il se rendra à l'hôtel Salomon Rothschild pour honorer de sa présence une fête assez audacieuse où l'on doit célébrer la transformation en citoyen français du chef d'orchestre Bruno Walter, qui a quitté l'Allemagne où son manque de titres ariens entravait sa carrière musicale. Bouquet. Le docteur Logre, médecin de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police, signale que les cas de delirium tremens ont presque doublé depuis l'application des nouvelles lois sociales. L'absinthe est à présent servie dans les grands démis, jadis réservé à la bière. Le populaire, 27 décembre 37. Les aliénistes signalent une aggravation et une augmentation des cas de folie qui placent notre pays au premier rang des statistiques européennes de l'aliénation
domination mentale. La bénédictine, dont l'action de capital payé 750 francs vaut aujourd'hui 6 860 francs, a élevé régulièrement ses dividendes de 200 francs 80 en 1935 à 355 francs en 1938. Tout est dit. Le Front populaire, auquel tous les culots réussissent, débusque enfin toutes ces batteries et nous déclare très carrément que nous ne sommes plus désormais qu'une très salpiteuse idiote racaille, très justement asservie. Le Front populaire de la région parisienne, ému par l'agitation antisémite qui se manifeste dans certains milieux, et notamment en Alsace-Lorraine et dans la région parisienne, met en garde la population parisienne contre les agents de Hitler en France. Il demande que les pouvoirs publics interdisent les journaux faisant des appels au meurtre et déclare que dans les heures graves que nous traversons, l'union des forces démocratiques est nécessaire pour barrer la route au fascisme international, fauteur de guerre et de misère. Il rappelle que depuis 1789, la France ne fait aucune différence entre les Français et les Juifs, et qu'il ne laissera pas s'instaurer dans notre pays les mœurs qui déshonorent les pays dits totalitaires. Si les Français ne sont pas capables de concurrencer les Juifs qui prennent leur place dans tous les domaines, depuis l'usine jusqu'au gouvernement, c'est que le Juif est mieux doué, et par conséquent, il est juste qu'il commande et dirige les Français inférieurs à leurs tâches. Motion votée à l'unanimité par le Front populaire de la région parisienne le 23 septembre 1938. À quand nos rouelles ?